C'est le dernier séminaire de l'année, donc avec une présentation de Baptiste et de Charlotte. Donc c'est dans le cadre d'un projet, c'est ça, hein, qui porte sur l'adaptation au changement climatique, la planification à l'action. Voilà. Donc je te laisse présenter et puis ensuite il y aura des questions, réponses. Et Charlotte présentation aussi. Merci Catherine. Donc oui, effectivement, l'idée c'était de présenter simplement les résultats d'une étude qu'on a menée avec Charlotte en 2021. C'est une étude qui a été réalisée dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle Life Artisan et dont d'ailleurs Sébastien sera peut-être plus indiqué pour répondre aux questions plus générales sur le cadre du projet puisqu'il a contribué à son montage. Donc oui, c'est un projet européen mené par l'Office français de la biodiversité et qui vise à encourager la mise en œuvre et l'opérationnalisation de ce qu'on appelle les solutions d'adaptation fondées sur la nature. Donc en fait, c'est le croisement entre la question de l'adaptation au changement climatique et le fait que la nature peut nous fournir des solutions de manière générale pour répondre à des enjeux et des problématiques sociétales ou humaines. Alors, ce que je vous propose, c'est simplement de revenir sur le contexte général de l'étude, les résultats et la méthode qu'on a appliquée pour vous expliquer vraiment ce que l'étude en elle-même nous a permis de faire ressortir. Et puis ensuite, Charlotte vous parlera un peu des réflexions plus critiques et des enseignements qu'on peut avoir vis-à-vis de ce projet de manière générale. Alors, le projet en lui-même, comme je vous disais, c'est le projet Life Artisan. Il est prévu pour durer 8 ans. Donc en fait, c'est un projet quand même ancré dans le temps et qui devrait avoir beaucoup de sous-catégories, de sous-projets en fait, à diverses échelles. Les SAFN, donc les solutions d'adaptation fondées sur la nature, je vous ai mis la définition ici, que je vais lire à haute voix. Pardonnez-moi si c'est un peu dicté. Donc, ce sont des actions qui visent à protéger, gérer de manière durable et restaurer des écosystèmes naturels ou modifiés pour relever directement le défi de l'adaptation au changement climatique de manière efficace et adaptative, tout en assurant le bien-être humain et en produisant des bénéfices pour la biodiversité. J'ai mis un exemple, par exemple, de restaurer les mangroves pour lutter contre l'érosion côtière, ou un exemple type, ça serait la végétalisation des centres-villes pour lutter contre les îlots de chaleur urbains. Et alors nous, l'étude en elle-même, bien sûr, c'était pas sur l'ensemble du projet, c'était simplement une étude préliminaire qui a été coordonnée par l'ADEME et dont l'objectif était de mieux comprendre comment est-ce que les plans climat, air, énergie territoriaux, donc les PCAET, qui sont réalisés et mis en œuvre par les EPCI, donc des agglomérations, des intercommunalités, etc., prenaient en compte l'adaptation dans leur plan et mettaient en œuvre aussi des solutions d'adaptation fondées sur la nature. Donc est-ce que c'était le cas? Est-ce qu'il y avait de l'adaptation dans les PCAET? Est-ce qu'il y avait des SAFN? Et si oui ou non, quels étaient les freins et leviers qui pouvaient expliquer leur présence ou leur absence? Donc c'est une étude qu'on a menée pendant 7 mois et qui a été divisée en plusieurs étapes. Une première, alors c'est des étapes que nous a demandé l'ADEME. Hein. Une première, c'était de réaliser une étude quantitative, donc de prendre tous les PCAET qui sont disponibles sur la plateforme Territoire et Climat gérée par l'ADEME. Il y en avait 183, ce qui en fait n'est pas beaucoup, parce que normalement il devrait y en avoir 755 en France, 757. Donc ça veut dire que la représentativité n'était pas énorme, mais parce que les agglos n'ont pas toutes publié leur PCAET encore, elles n'ont pas toutes encore réalisé, alors que c'est une obligation légale. Donc, première étape, donc réaliser une étude quantitative, regarder sur l'ensemble des PCAET, est-ce qu'on a des éléments qui nous permettent de dire oui ou non il y a de l'adaptation ou il n'y a pas de l'adaptation planifiée à l'échelle locale. Une deuxième étape, de lire un échantillon de 70 PCAET, et là de qualifier individuellement chaque action. Donc de regarder dans une fiche d'action, par exemple, d'un PCAET qui vise à lutter contre les passoires énergétiques, est-ce que on a derrière une idée d'adaptation au changement climatique, est-ce qu'il y a de la végétalisation, etc. Donc là, c'était un peu plus fastidieux et ça a pris un peu plus de temps, mais c'était assez intéressant. Et une troisième étape, c'était aller vraiment dans le fond et réaliser des entretiens semi-dirigés avec des chargés de mission PCAET et des acteurs locaux pour 3 terrains qu'on avait préidentifiés. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Alors pour ce qui est de l'analyse quantitative, donc la première étape qu'on a réalisée, donc l'ADEME nous demande de regarder sur la plateforme Territoire et Climat ce qu'on peut en faire, en fait, ce qu'on peut en tirer vis-à-vis de l'adaptation. Donc est-ce que les PCAET
effectivement prévoient des actions d'adaptation, et si oui, est-ce que c'est des solutions d'adaptation fondées sur la nature? Et là, on se retrouve avec une base de données qui est une base Excel, avec 200, 300 entrées, parfois c'est 2 ou 3 fois la même entrée, donc c'était pas toujours facile, il a fallu faire un tri. La seule information dont on disposait, c'était les plans d'action, donc simplement en fait les intitulés de chaque action, on pouvait pas aller dans les détails, et donc pour réaliser une analyse quantitative, c'était forcément un peu limité, et donc la seule chose qu'on a pu faire, c'était une analyse par mots-clés. Donc en fait, on a élaboré une liste de 150 mots-clés, qu'on a après fait un peu recouper par des experts pour en réduire le nombre, parce que 150 ça fait beaucoup, et on a regardé si ces mots-clés ressortaient ou non des plans d'action. Donc si on avait le mot biodiversité, ou le mot adaptation, ou le mot résilience, on supposait que le PCAET prévoyait une action en lien avec la résilience, l'adaptation et la biodiversité. Donc bien sûr c'est très superficiel, mais ça nous a permis déjà de faire un premier tri et de savoir où on en était. Et ça c'était juste pour illustrer un peu les mots-clés principaux qui ressortaient. Le mot biodiversité par exemple, le mot forêt, végétalisation. Alors chaque nombre que vous voyez en fait correspond à un nombre de PCAET qui, dans son plan d'action, utilise un de ces mots-clés. Par exemple, le mot végétalisation, on sait qu'il y a 29 PCAET en France, sur les 183 analysés, qui l'utilisent. Donc, on a fait l'hypothèse qu'on a au moins une trentaine de PCAET qui prévoient des actions d'adaptation, ou en tout cas des actions de végétalisation dans leur fiche d'action. Donc bon, encore une fois, c'était assez superficiel. Ce qui est intéressant quand même, c'est de constater qu'on a quand même 80 PCAET qui parlaient d'adaptation, ou qui utilisaient adapter, adapt. Donc, les plans climat, a priori, prennent en compte cet enjeu-là, même si ça reste assez minoritaire, puisque sur 80 sur 183, ça fait même pas la moitié. Voilà, ça c'était un autre graphique, mais peut-être que je vais pas trop rentrer dans les détails, mais qui montrait quels étaient les mots qu'on a rattachés plutôt à des solutions d'adaptation fondées sur la nature, qui ressortaient plus ou moins de notre analyse. Et en majorité, c'était plutôt des enjeux forestiers ou des enjeux de végétalisation et de biodiversité. Voilà, donc une première étude première étape de cette étude assez superficielle, juste pour se donner un ordre d'idée sur est-ce que l'adaptation est présente ou non, est-ce que les SASFN sont présentes ou non. On a quand même fait un petit test de corrélation statistique. Donc on a regardé si les PCAET les plus peuplés ou les plus densément peuplés utilisaient plus ou moins certaines catégories de mots-clés. Et ce qui ressort, c'est que plus une agglomération ou une intercommunalité est peuplée, et plus elle intègre des mots-clés de manière générale. Donc, parmi tous les mots-clés qu'on avait là, c'était des mots-clés d'adaptation ou de biodiversité. Donc, on pouvait faire l'hypothèse qu'il y avait un lien entre les deux, peut-être potentiellement plus de moyens dans les grosses agglomérations ou les grosses intercommunalités pour avoir plus de personnel qui travaille sur ces questions-là. Et puis un deuxième élément, c'est que plus le PCI, donc là c'est un peu enfoncer une porte ouverte, mais plus le PCI est densément peuplé, plus les enjeux d'îlots de chaleur urbains ou de canicule ou de chaleur sont pris en compte dans cette analyse-là, enfin dans les fiches actions. Donc ça c'était notre premier travail. Un deuxième travail qu'on a réalisé et qui pour le coup a demandé beaucoup plus de finesse dans l'analyse, ça a été de réaliser une analyse plutôt qualitative en lisant 70 plans climat et qualifiant individuellement chaque action. Donc ça fait au total 800 et quelques actions uniquement qui étaient proches de l'adaptation ou de la biodiversité, qui ont été analysées pour savoir est-ce qu'on est sur des SAFN, est-ce qu'on est sur l'adaptation, qu'est-ce qui peut manquer finalement pour qu'on soit vraiment sur l'adaptation ou vraiment sur des solutions d'adaptation fondées sur la nature. Parce que parfois, dans l'intitulé de l'action, on peut avoir marqué que l'action vise une action d'adaptation. Finalement, quand on lit après l'action en elle-même, on se rend compte que c'est pas tout à fait clair. Alors, ça peut être de la gestion de risque d'inondation, par exemple, mais s'il n'y a pas cette logique prospective derrière le régime de précipitation, par exemple, va évoluer, on n'est pas vraiment sur l'adaptation. Donc voilà, l'objectif c'était un peu de creuser tout ça. On a qualifié 813 mesures. Et sur ces 813 mesures, ce qui ressortait, alors c'était des mesures qui de base étaient prometteuses, on n'a pas pris toutes les mesures de tous les PCAET, ce qui ressortait, c'est qu'on a quand même 172 fiches sur 70 PCAET qui sont des actions fondées sur la nature, des actions d'adaptation fondées sur la nature, de type, encore une fois, végétalisation des centres-villes pour lutter contre les îlots de chaleur.
On a des solutions dites douces d'adaptation, par exemple mettre en œuvre une stratégie d'adaptation, voilà, de manière générale. On appelle ça une solution plutôt douce, c'est-à-dire que c'est pas une solution grise de type infrastructure, ni une solution verte de type solution d'adaptation fondée sur la nature. Ça peut être aussi accroître les connaissances sur l'adaptation, on en a vu aussi des fiches de recherche comme ça. Et puis surtout, je pense que ce qui est important, c'est de voir qu'on a 177 fiches actions où on n'a pas été capable de trancher définitivement en faveur de l'adaptation ou des SAFN parce qu'il manquait des éléments. Comme je le disais, voilà, un manque de vision prospective ou une action qui pourrait être une SAFN, mais le volet adaptation finalement est pas très présent. Voilà. Donc on a finalement conclu que c'était relativement prometteur, mais que les PCAET peinaient encore à vraiment intégrer la dimension de l'adaptation. Et je reviendrai un peu plus là-dessus, c'est surtout au cours des entretiens qu'on s'en est rendu compte. Voilà, donc un autre graphique qui montre les thématiques d'action, donc les secteurs d'action dans lesquels les fiches, les SAFN, les secteurs dans lesquels les SAFN sont mises en œuvre, plutôt, comme je le disais, gestion des îlots de chaleur, ça va plutôt être aménagement urbain, donc c'est assez logique que ça ressorte beaucoup. Pas mal d'actions liées au secteur de l'agriculture aussi. Restauration des haies, restauration des vergers aussi par exemple, et c'est souvent lié à l'adaptation au changement climatique dans la façon dont c'est formulé. Et puis l'eau, l'eau forcément, des actions liées à la sécheresse, au changement de régime de précipitation, aux inondations. Donc trois secteurs ou thématiques d'action des SAFN principaux qui ressortaient de cette analyse-là. Et pour vous donner un exemple vraiment plus concret de ce qu'on entend par SAFN dans les PCAET tels qu'on l'a fait ressortir, comme je le disais, plutôt de la végétalisation, renaturation, mais aussi par exemple restaurer des zones humides pour utiliser ce rôle d'éponge que peuvent avoir les zones humides dans le cadre soit d'inondation, soit justement de sécheresse. C'est justement un élément qui aujourd'hui ressort pas mal à l'occasion de la sécheresse qu'on vit en 2022 dans certaines régions de France. Et puis dans une moindre mesure aussi tout ce qui est lié à la forêt, la gestion durable des forêts et l'adaptation des essences forestières au changement climatique. Voilà. Je passe peut-être un peu vite sur les autres graphiques, mais c'était simplement pour illustrer que bon, l'adaptation et les SAFN sont bien dans les PCAET, qu'elles le sont, elles sont pas nécessairement toujours très bien opérationnalisées, c'est-à-dire que quand on lit une fiche action qui parle d'adaptation au changement climatique dans un plan climat, on se rend compte que souvent il manque un budget précis, une temporalité précise, on ne sait pas nécessairement qui va la mettre en œuvre, donc le suivi d'évaluation n'est pas nécessairement prévu non plus. Donc il y a ce vrai besoin aujourd'hui dans les PCAET peut-être d'aller un peu plus loin dans l'opérationnalisation de ces mesures-là. Voilà, et dans les derniers éléments que cette étude nous a permis de faire ressortir, c'est quand même qu'il y a une forte articulation entre les différents plans, parce qu'en France on a beaucoup de plans dans la planification notamment de l'aménagement du territoire, je pense que Charlotte pourra mieux en parler que moi, mais le PCAET fait quand même beaucoup référence aux plans locaux d'urbanisme, donc PLU, aux SRADET à l'échelle des régions, aux SDAGE sur les bassins versants. Donc une volonté en fait de vraiment articuler les différents plans et notamment aussi autour de l'adaptation au changement climatique. J'en viens à notre troisième étape dans ce travail, qui a été une étape peut-être la plus qualitative en termes de recherche. On a sélectionné, en accord avec le comité de pilotage de l'étude, qui était composé notamment de l'ADEME, de l'OFB, du CERD, etc., du CEREMA. On a sélectionné d'abord 8 territoires avec lesquels on s'est entretenu à distance, donc 8 chargés de mission de PCAET. Il y en a eu en Guadeloupe, il y en a eu à Saint-Tropez. Enfin, on a essayé d'avoir vraiment une diversité de situations pour comprendre quels sont les freins et leviers à la mise en œuvre de l'adaptation via les PCAET, et notamment des SAFN. Et puis on a aussi réalisé 3 visites de terrain, où là on a réalisé 4 entretiens par terrain, à Saint-Omer, donc dans les Hauts-de-France, où j'avais mis une carte pour illustrer le fait que c'est une zone assez basse en termes d'altitude, malgré le fait que c'est très dans les terres. On est sur un grand marais, et donc une zone marécageuse, et donc potentiellement très exposée à une future élévation du niveau de la mer.
tels que le projet par exemple le Climate Central, même si la méthodologie peut être questionnable parfois, mais ça montre quand même, ça illustre quand même les enjeux possibles sur ce territoire-là. Chambéry aussi, donc c'est la délimitation du territoire qui est au milieu. Je voulais montrer également qu'à Chambéry, il y a de gros enjeux liés au PNR des Vosges, donc qui est une zone montagneuse qu'on voit sur la carte ici, qui est délimitée sur votre droite. Et puis Narbonne, le Grand Narbonne, hein, donc l'agglomération, où si l'on superpose toutes les cartes de risque, risque d'inondation, risque de sécheresse, risque d'élévation du niveau de la mer, risque incendie, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de zones qui ne sont pas exposées à des risques, y compris à des risques actuels naturels. Donc beaucoup d'enjeux à Narbonne en termes notamment d'adaptation au changement climatique. Et alors donc les entretiens qu'on a réalisés, donc c'était des entretiens à peu près d'1 heure à chaque fois, et sont ressortis pas mal d'éléments qu'on a essayé de synthétiser. D'abord sur le plan climat, alors il y a des choses qui vont peut-être paraître un peu logiques, encore une fois on enfonce peut-être un peu des portes ouvertes, mais il y a d'autres éléments assez intéressants. Sur le plan climat, ce que disaient la plupart des acteurs, c'est que c'est intéressant pour conforter ce qui existe déjà à l'échelle du territoire, en fait, pour simplement reprendre les actions qui sont déjà réalisées et les inscrire sur du papier, et aussi pour acter des objectifs qui feront que les élus derrière ne pourront pas nécessairement remettre en question certaines actions, parce que c'est marqué noir sur blanc qu'il faut atteindre un certain, par exemple un certain taux de désartificialisation à un horizon de 10 à 15 ans. Donc c'est un moyen, en tout cas là c'était plutôt pour les personnes qui sont agents de territoire, donc les chargés de mission, PCAET ou d'urbanisme, c'était un moyen pour eux quand même de se reposer sur quelque chose d'assez solide. Alors le PCAET il est réalisé bien sûr en compétences partenariales avec d'autres intercommunalités et surtout avec d'autres acteurs comme les PNR, donc les parcs naturels régionaux. Il s'appuie, comme je l'ai dit, sur d'autres plans réglementaires, les PLU, les SCOT, aussi schéma de cohérence territoriaux. Et puis ça c'est un point important, lorsque un plan climat est réalisé à l'échelle d'une agglo ou d'une intercommunalité, on se rend compte que la concertation, alors du côté des chargés de mission PCAET, on dit qu'une concertation a été réalisée, du côté des acteurs de territoire, on se rend compte que la concertation n'a peut-être pas été si inclusive que ça, ou que les acteurs ont été tenus un peu à l'écart. Et donc il y a un sentiment un peu de distance vis-à-vis du plan climat qui peut poser problème dans sa mise en œuvre après derrière et dans les objectifs qui peuvent être fixés. Ça c'est un premier élément je pense qui est important. Et pour ce qui est vraiment des solutions d'adaptation fondées sur la nature et de l'adaptation de manière générale, ce qui est écrit dans les PCAET n'est pas toujours réalisé, malheureusement, parce que il n'y a pas nécessairement, il n'y a pas cette dimension réglementaire, donc ça peut ne pas être réalisé. En s'appuyant sur les PLU, ça peut permettre parfois de réaliser certaines actions et certains objectifs, mais bon, il y a quand même un écart qui est noté par l'ensemble des acteurs. Le concept de SAFN en lui-même n'existe pas dans les PCAET, quasiment pas, ou alors vraiment à la marge. J'ai pas souvenir d'avoir lu le mot SAFN. Charlotte me fait oui de la tête. On n'a pas vu de SAFN. Le mot SAFN, donc solution d'adaptation fondée sur la nature, c'est un concept relativement nouveau pour les plans climat, et donc on va avoir d'autres mots. On va avoir s'appuyer sur les écosystèmes pour s'adapter au changement climatique, ou mesures agro-environnementales, et après quand on lit les mesures agro-environnementales, on se rend compte que derrière il y a aussi des logiques d'adaptation. Donc voilà, on peut avoir des éléments comme ça, mais le mot SAFN, lui, par contre, on ne l'a pas. Et aussi, alors ça c'est vraiment quelque chose qui est assez fondamental, les intercommunalités se sentent parfois dépassées par les enjeux auxquels elles vont faire face. Des enjeux à 30 ans, par exemple de recomposition spatiale du littoral. Peut-être que Charlotte en parlera un peu plus tout à l'heure, je ne sais pas, mais on a des acteurs qui nous disent en fait on ne sait pas ce que ça veut dire la recomposition spatiale du littoral, en sachant que la recomposition spatiale du littoral, derrière il y a un peu l'idée de repli stratégique, de recul face à la montée des eaux, et c'est des enjeux sociétaux qui sont tellement énormes que les acteurs ne savent pas vraiment comment conceptualiser ça. Et pareil pour la transition des territoires alpins avec la diminution de l'enneigement. Donc, ça aussi c'est un autre sujet important qu'on a pu constater à Chambéry. Et à la fin de nos entretiens, on posait 3 grandes questions vis-à-vis des SAFN, qui étaient des questions semi-ouvertes ou semi-fermées, selon la façon dont vous voyez les choses.
La première, c'était quelles sont selon vous les caractéristiques essentielles d'une solution d'adaptation fondée sur la nature. Et donc on a eu un panel de réponses qu'on a essayé de synthétiser. Et sur la partie plutôt élaboration et mise en œuvre d'une solution d'adaptation fondée sur la nature, on avait des choses assez plus ou moins évidentes, comme par exemple elles doivent s'inspirer des écosystèmes, elles doivent être adaptées au territoire, répondant donc vraiment à un enjeu, à un contexte local. Donc il ne faut pas que ce soit une solution qu'on calque parce qu'on a vu que ça marchait ailleurs, on dit on va le calquer sur notre territoire et ça va fonctionner. Il faut que ce soit confirmé par la science, co-construit, ça fait le lien avec le fait que certaines actions n'étaient pas forcément toujours co-construites à travers le CAET. Et puis, dans la dimension d'adaptation, effectivement, que ce soit intégré dans une vision de long terme. Parce que une solution qui ne répondrait qu'à une problématique de court terme ou actuelle ne serait pas nécessairement adaptive et adaptée dans le temps. Voilà. Et puis, sur la partie plutôt impact, il faut que ce soit des solutions qu'on appelle gagnantes-gagnantes, hein, donc avec des solutions sans regret. C'est-à-dire plein de bénéfices, que ce soit pour la santé, pour le bien-être mental, physique, mais aussi pour la biodiversité, pour la réduction des risques du territoire. Économiquement viable aussi, ça c'est beaucoup ressorti. Et puis qui doit avoir des effets concrets, démontrables scientifiquement, et pas nécessairement qu'à la marge. Il ne faut pas que ce soit, comme nous ont dit certaines personnes, une solution gadget. Voilà. Les mots, c'est la façon dont on l'a formulé. Une deuxième question qu'on posait, c'était si vous deviez identifier deux leviers qui permettent de mettre en place une SAFN, qu'elle soit fonctionnelle et qu'on puisse suivre ses impacts dans le long terme. Donc là, on a essayé de classer ça, pareil, sous trois grandes catégories, plutôt dans la phase de décision, dans la phase d'action et dans une logique transformative pour le territoire. Bien sûr, il faut une volonté politique pour l'adaptation au changement climatique, ça s'est ressorti beaucoup de nos entretiens, et pas nécessairement des gens qui étaient au sein des intercommunalités, hein, ça pouvait être au sein d'autres de PNR, de l'ONF, etc. Il faut des financements, on nous a beaucoup parlé aussi de ça, parce que effectivement aujourd'hui il n'y a pas de financement qui est dédié directement à l'adaptation locale ou aux solutions fondées sur la nature, et puis il manque aussi une réglementation très claire pour les SAFN. Un besoin de concertation, ça c'est revenu encore une fois, ça fait le lien avec ce que je dis précédemment, et surtout un vrai besoin de déconceptualiser le concept de SAFN. Les acteurs avec lesquels on s'est entretenu parfois travaillent depuis 10, 15, 20 ans sur le territoire, dans des parcs naturels régionaux ou au sein de ONF, donc plutôt liés à la forêt. Et donc quand on vient leur parler d'un nouveau concept qui pour eux en fait fait sens de base, sans l'avoir nécessairement conceptualisé, il peut y avoir un peu ce sentiment, un sentiment de rejet ou de questionnement en se disant c'est encore et là je reprends des termes qui nous ont été cités, c'est encore des choses d'intellectuels ou il faut désintellectualiser le concept, etc. Se baser sur l'expérimentation et le partage aussi c'est central, donc aller voir ce qui se fait ailleurs, échanger en fait d'agent territorial à agent territorial, c'est sûrement le meilleur moyen pour créer une dynamique autour de ces solutions. Et puis transformer, c'est-à-dire sensibiliser au maximum les gens du territoire, enfin les habitants du territoire autour de ces solutions fondées sur la nature et d'adaptation fondée sur la nature, hein, les deux. Et puis laisser le plus possible de liberté, notamment aux écosystèmes en fait. Donc de restaurer le cours naturel des rivières, de reméandrer, etc. Donc ça fait partie vraiment des éléments importants. Et un dernier élément avant que je cède la parole à Charlotte. La dernière question qu'on a posée, c'est quels sont les pièges qu'il faudrait éviter ou quels sont les freins qui pourraient empêcher la mise en œuvre d'une SAFN. Je ne fais pas la liste complète parce que comme vous pouvez le voir, ma slide est quand même très très fournie. Je vais juste prendre 2-3 exemples. D'abord, il y a la question de la complexité administrative. Je vais prendre celui-ci. Un sentiment pour les acteurs du territoire d'avoir des millefeuilles administratifs, d'avoir plein de plans, plein d'interlocuteurs, et d'avoir du mal finalement à savoir vers qui se tourner pour et simplement avoir du mal à se repérer dans la mise en œuvre de solutions. Premier élément, le manque de connaissances vis-à-vis des SAFN, comment est-ce qu'on mesure l'impact, comment est-ce qu'on mesure leur mise en œuvre, ça peut être problématique. Et vraiment dans les pièges,
Je reviens sur la question de créer une nouvelle étiquette. Donc ça, c'est la même logique que créer un concept sur quelque chose qui existe déjà et qui peut empêcher ou freiner, en tout cas créer un sentiment un peu de rejet vis-à-vis de la solution. Et puis, si je prends un deuxième, peut-être les conflits d'usage. Ça, c'est vraiment très intéressant. On se rend compte que mettre en œuvre une solution d'adaptation fondée sur la nature ou une solution fondée sur la nature de manière générale, ça demande à repenser la façon dont on conçoit notre territoire, parfois. Je prends l'exemple d'un territoire littoral qui vit du tourisme, notamment du tourisme balnéaire. Quand les touristes viennent et qu'ils ont l'habitude d'avoir un sable très fin, une plage très propre, du coup ça peut être difficile de repenser la renaturalisation de ces plages. Par exemple en laissant les laisses de mer, donc les coquillages, les bois flottés, etc. En fait, tout ce qui pourrait contribuer à protéger la plage contre l'élévation et l'érosion, l'élévation du niveau de la mer et l'érosion, peut finalement poser problème pour les touristes qui ont l'habitude d'un sable très fin. Donc voilà, un conflit d'usage possible qu'il peut y avoir et auquel il faut penser lorsqu'on met en place ce type de solution. Voilà, je m'attarde pas davantage sur tous ces éléments-là, j'ai parlé quand même 25 minutes. Je laisse donc la parole à Charlotte. Je te laisserai appuyer sur. Je peux rester là. Voilà, alors dans les réflexions enseignement, qui était la troisième partie qu'on avait envie de vous présenter, on a alors des choses, je vais reprendre des choses qu'a dit Baptiste. Une des réflexions clés, c'est la question du concept flou. C'est-à-dire que clairement, je pense qu'on l'a ressenti dans la présentation, c'est que les acteurs qu'on a vus sur place, systématiquement, quand on commençait sur SAFN, ça les bloquait, ils ne voyaient pas vraiment de quoi on parlait et ce qu'on venait faire là. Et puis en creusant, en leur expliquant, on se rend compte que d'une part certains, alors notamment à l'ONF ou sur les techniciens Natura 2000 dans les collectivités, utilisaient déjà finalement mettaient en place des SAFN plus ou moins mais sans les conceptualiser comme ça. Et puis alors et aussi sur les mesures agro-environnementales, par exemple dans le Marais à Saint-Omer, il y a clairement des choses qui étaient liées, qui étaient des SAFN mais qui n'étaient pas affichées comme telles. Et de même dans les plans, on avait des choses qui étaient un peu affichées adaptation, enfin qui semblaient de l'adaptation, puis en arrivant sur place, on se rendait compte qu'en fait il n'y avait pas grand-chose derrière et que on avait affiché des choses dans le plan parce qu'à un moment donné, quelqu'un, une collectivité, un acteur, on avait parlé, que ça semblait être bien, on l'a mis dedans et puis finalement personne sait trop qui fait quoi et c'est des choses très très locales qui sont pas du tout à l'échelle territoriale et qui n'ont pas une très grande importance. Et donc voilà, on a un gros flou derrière ce concept de SAFN qui est vrai aussi sur toute la question de l'adaptation. En fait, on se rend compte assez rapidement dans les BCAET que les acteurs peuvent mettre des choses en place, beaucoup de mitigation. Alors ça c'est très ancré, ça fait maintenant 10-20 ans qu'on fait de la mitigation, qu'on fait de la réduction carbone, donc là ça c'est ancré, c'est là. D'ailleurs les techniciens dans les collectivités sont plutôt des ingénieurs ou des gens qui ont des passés techniques, donc ils font de la mitigation. Et sur la question de l'adaptation, on n'a pas grand monde et personne ne maîtrise vraiment et on fait des petites choses à la marge, mais de manière un peu floue. Pas par mauvaise volonté, mais parce qu'on ne sait pas faire et que le concept n'est pas défini. Donc voilà, donc la SAFN, au même titre que l'adaptation globalement, il y a des actions, mais qui ne sont pas forcément adaptations. C'est-à-dire il y a de la réflexion sur des actions, par exemple en renaturalisation, ou en îlot chaleur urbain, ou sur la gestion des inondations, mais on n'a pas forcément de perspective à long terme. C'est-à-dire qu'on est sur du risque actuel, ou des enjeux, des impacts actuels, des choses qu'on ressent déjà. Que la population finalement peut percevoir et perçoit l'enjeu de régler la situation. Et quand on commence à vouloir régler des situations à 20, 30, 50, voire 100 ans, là du coup c'est plus pris en compte. Et on a eu l'exemple très clair à Saint-Omer où ils ont fait, il y avait des bassins de rétention, ils ont fait un truc très chouette avec des bassins de rétention, et finalement ils se sont basés sur la plus haute crue actuelle. Et ils n'ont pas réfléchi à ce que seraient les crues dans 50 ou 100 ans. Donc voilà, cette question d'adaptation et des SAFN est compliquée. Il y a des choses, mais en tout cas, elles ne sont pas conceptualisées comme de l'adaptation et il n'y a pas beaucoup de vision prospective.
Et derrière, du coup, quand on va voir les chargés de mission PCAET sur ces questions d'adaptation, ils se demandent, voilà, est-ce que c'est pas une couche supplémentaire, qu'est-ce qu'on en fait, et on nous a encore conduit un concept supplémentaire. Là, on a mis quelques citations qui illustrent ça. Par exemple, sur la question de la complexité, ça devient de plus en plus illisible pour nous en tant qu'habitants, avec des entités de plus en plus grandes qui existent. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un empilement de structure et d'intervenants au niveau de moins en moins clair. Sur la question de on fait des choses, mais on ne sait pas si c'est de l'adaptation, on a finirait juste en disant qu'on a mélangé plusieurs essences. Alors là, c'était quelqu'un de l'ONF, et on parlait de renaturation des forêts. On a mélangé plusieurs essences, et l'idée, quand on a fait ça, étant donné qu'on n'est absolument pas certain de ce qui va pouvoir arriver, perdurer dans les 50, 100 années à venir, et bien, plus on a d'essences différentes, plus on a de chances qu'il y en ait au moins une ou deux qui puissent servir, donc on a mis plein d'essences. Donc là, on était sur il repoisait une zone qui était en plus intéressante, parce que c'était une zone qui permettait de couvrir une piste de ski, et donc de maintenir la neige plus longtemps, en cas de jours un peu chauds pendant l'hiver. On était dans une solution d'adaptation de reboisement, mais avec une vision économique forte, et finalement, dans cette idée d'adaptation, voilà, la solution, c'est d'essayer de mettre plein d'essence, en se disant qu'il y en a quand même une ou deux qui va fonctionner. Et là, on est plutôt en milieu urbain. Dès quand je vous dis SAFN, je pense à une map, voilà, pas une cour d'école. Les gens, quand on parle de SAFN, ils pensent vraiment à la nature et pas à la question de la revégétalisation des cours d'école. Les deuxièmes réflexions, alors plus larges, là, qui sont plutôt des pistes de réflexion à creuser, qu'on s'est posées, c'est la question des vulnérabilités sociales et des solutions fondées sur la nature, et notamment des solutions d'adaptation fondées sur la nature, qui est une réflexion qui est complètement absente actuellement des PCAET. Alors, on a un peu de réflexion autour de la vulnérabilité sociale au niveau de la vulnérabilité énergétique. Il y a des réflexions autour de l'isolation des bâtiments, il y a un peu de réflexion autour de la mobilité, mais la vulnérabilité sociale dans les PCAET, c'est essentiellement ça, c'est isolation-mobilité. Au niveau des SAFN, des solutions fondées sur la nature globalement, on n'a pas du tout de réflexion au niveau des PCAET. Il n'y a pas du tout de réflexion sur la manière dont les populations vulnérables sont plus touchées par l'augmentation des températures notamment, ou l'augmentation des inondations, mais surtout de la question de la température et l'accès à de la nature, finalement, au moment des canicules, comme on a pu le voir il n'y a pas longtemps. Et puis donc ils sont touchés de manière disproportionnée, et puis ils ont assez peu d'accès à ces solutions par héritage culturel, la structuration des villes, l'urbanisation des villes fait que dans les zones les plus vulnérables, c'est très urbanisé, donc ils sont beaucoup plus impactés. Alors, d'abord aussi sur des enjeux d'inondation, du fait de la perméabilisation des imperméabilisation des sols et de la chaleur. Donc ils sont plus touchés. Et ils ont moins accès aux mesures d'adaptation liées à des inégalités d'accès. Alors qu'il soit des inégalités d'accès en termes de mobilité, en termes culturels aussi. Il faut déclencher le mouvement d'aller vers cette nature dans les moments importants, dans les moments clés qui soient notamment des excès de température, des canicules ou des vagues de chaleur. Des inégalités d'accès liées au genre. C'est une réflexion qui est intéressante à mener, à l'âge ou au handicap. Et puis derrière ces solutions d'adaptation fondées sur la nature, et notamment au verdissement des zones urbaines, il y a une grosse question, mais qui est déjà partiellement traitée, par contre, dans le milieu de la recherche, et un petit peu dans les collectivités, mais encore assez peu, sur la question de la gentrification. Donc là, on le voit clairement, en fait, souvent, les quartiers qui sont renaturés sont des quartiers en revalorisation urbaine, et donc, en fait, on a de la gentrification de manière quasiment systématique, avec une grosse question autour de l'accès au foncier. Et puis, une dernière réflexion qu'on a pu mener, c'est est-ce que les CFN sont finalement une nouvelle manière d'instrumentaliser la nature, on veut faire de la nature, mais finalement, en fait, on l'anthropise. Ces solutions fondées sur la nature sont en fait des formes d'anthropisation. Versus, par exemple, c'est ce que nous disaient aussi les personnes de l'ONF, où finalement ils créent aussi ce qu'ils appellent des îlots de sénescence,
qui sont des îlots où ils ne touchent à rien, où ils ont décidé que sur cet îlot, il ne touchera à rien pendant 50 ou 100 ans, pour voir comment un terrain qui est vraiment en retour à la nature évolue, et est-ce que c'est pas ça qui nous permettra justement d'avoir les bonnes espèces au bon moment, au moment où la température aura augmenté ou que le régime de précipitation aura changé. Sauf que ces types d'îlots de sénescence, c'est des petites zones, sont non accessibles au public. Donc là, ils ont deux types de réflexion. Ils ont une partie accessible au public où il y a un entretien et donc du coup en tropisation, et des îlots où il n'y a pas du tout d'entretien, où on laisse la nature faire son œuvre, mais du coup il n'y a pas d'accès au public. Donc on est aussi sur cette ambivalence où la SAFN, c'est finalement permettre aux gens l'accès à la nature, mais ça veut dire que dans le fond on entropise la nature. Voilà pour les pistes de réflexion. Et dans les conclusions générales, alors je pense que là je vais aller vite parce que dans le fond on se répète un peu, les PCAET prennent en compte un peu l'adaptation dans les textes, et un peu, alors je pense qu'on peut tempérer, mais ils affichent des enjeux d'adaptation, mais il y a encore une grosse réflexion autour de qu'est-ce que c'est et comment on la gère. Ils prennent en compte la biodiversité, ça clairement, assez bien. Ils prévoient occasionnellement des SAFN sans les nommer SAFN, mais il y a quand même une question d'opérationnalisation qui est importante. On a aussi des SAFN qui sont non intégrés. Enfin, les PCAET, ça on l'a dit, des gens qui font des choses mais qui les appellent pas des SAFN. Et puis dans les conclusions, on a la question de la prise en compte, la prise en compte locale à l'échelle du territoire des objectifs du PCAET. On l'a vu, les acteurs locaux institutionnels qu'on a interviewés ne connaissaient pas bien, à part les chargés de mission PCAET, les chargés de mission qui connaissaient très bien leur PCAET, mais les autres acteurs sur le terrain ne connaissaient pas bien les plans climat, et donc ne savaient pas exactement comment leurs activités interréagissaient avec ce PCAET. Et la dernière question, du coup, ça rend à la question de la recomposition spatiale que tu m'as lancée tout à l'heure. Comment effectivement les EPCI peuvent s'attaquer à ces questions d'adaptation, alors pas que SAFN, mais plus large que ça, sur la composition de recomposition spatiale, mais aussi de changement d'activité. C'est à Chambéry, on est plus sur la question de l'engagement. Donc ça, c'est effectivement des questions qu'on se pose, et qui va se poser dans des thèses du coup, sur les risques existentiels et sur comment les populations et les collectivités vont pouvoir réagir finalement à des changements importants, soit de structure territoriale, soit de paradigme économique local, ou tout simplement de façon d'habiter leur territoire. Voilà. Merci. Merci Charlotte Baptiste pour cette étude très riche en termes de résultats, puis méthodes et questionnements, beaucoup de questionnements aussi. Donc, est-ce que vous avez des questions? Je vais prendre dans l'ordre. Sébastien? Dans les entretiens que vous avez fait avec les chargés de mission PCAET, est-ce que vous leur posiez la question des caractéristiques essentielles des solutions d'adaptation nature? Est-ce que vous avez le sentiment de retrouver les mêmes éléments que dans la littérature scientifique, dans le discours institutionnel? Est-ce que c'était finalement les mêmes discours ou des choses un peu différentes? Je pense déjà qu'il y avait un décalage entre ce que les personnes conceptualisaient comme étant une SAFN, même après une heure d'entretien. On se rendait parfois compte que le concept de SAFN n'était toujours pas très clair. Même le concept d'adaptation, on a déjà eu des chargés de mission PCAET où on s'est rendu compte que l'adaptation était même parfois confondue avec la mitigation, donc avec l'atténuation du changement climatique. Après, on a quand même réalisé au total 12 plus 8, 20 entretiens, dont 11 avec des chargés de mission PCAET. Et donc, tu vois, 11 entretiens, ça fait 11 heures d'entretien, il y a quand même des éléments qui sont sortis et qui effectivement évoquent la littérature. Des choses très simples, typiquement s'appuyer sur les écosystèmes comme caractéristiques essentielles des SAFN. Bon, ça paraît presque logique, tu vois, quand tu connais le concept, mais voilà, il y avait ces éléments-là. Après, oui. Ouais, en sachant qu'on posait la question à la fin des entretiens. Je pense que si on avait posé la question au début des entretiens, on aurait
pas forcément eu le type de réponse, parce que finalement, au début d'entretien, on avait quand même pas mal de personnes en face de nous qui n'avaient strictement aucune idée de ce qu'était une SAFN. Du coup, c'était au fur et à mesure de l'entretien où ils commençaient à se dire ah oui, tiens, finalement, ce qu'eux, ils appellent SAFN, c'est ça. C'est des choses qu'on fait déjà, mais qu'on n'appelle pas comme ça. Et là, ils étaient capables de répondre à la question. Je pense qu'en entrée en matière... Et puis un deuxième élément aussi, c'est que l'entretien était quand même très rythmé à la fois par donc l'adaptation, le concept d'SAFN qui n'était pas toujours très clair, et le PCAET de manière générale. Et donc, tu vois, comme c'était dans un cadre de PCAET, il y avait aussi ce filtre qui faisait que c'était peut-être pas toujours... Finalement, les SAFN, parfois, dans l'entretien, tu sentais qu'elles glissaient un peu à côté et qu'on se focalisait sur le PCAET, les problèmes du PCAET, etc. La construction. Oui, je voudrais savoir, donc sur les 70 ou même les 183, est-ce que vous avez dans votre étude un peu fait la liste? Est-ce que c'est accessible? J'aimerais bien savoir si la communauté de communes où je vis fait partie de cette les portes auréliennes d'Île-de-France. Alors bon, comme ça... Non, je peux dire que non, mais... non, mais... Ah oui, voilà. Moi, je peux dire que non. D'accord, ok. Attends, je mets j'atténue un peu mon compteur. Non, en mars 2021, peut-être que depuis, c'était un an quand même. En fait, c'est l'outil de l'ADEME qui est l'observatoire. C'était peut-être pas prêt. L'observatoire du climat, l'observatoire du climat. C'est l'observatoire du climat, je crois, ouais. Et normalement, les chargés de mission PCAET ont l'obligation de déposer leur plan sur cette plateforme-là, en sachant qu'a priori, il y avait quand même un décalage entre le nombre de... Attends, ouais. En fait, entre le nombre de PCAET qui avait été réalisé et le nombre de PCAET qui étaient déposés sur la plateforme, il y avait un écart très très limité. Donc en fait, il manquait beaucoup de PCAET qui n'étaient juste pas réalisés. Pas finis, parce qu'en fait, ils arrivent au moment où ils ont été votés en conseil communautaire et déposés au ministère. Ils sont d'abord déposés au ministère, après ils arrivent sur la plateforme. Et en fait, l'obligation légale était 2019 pour les PCAET. Mais dans les faits, décembre 2018. Et dans les faits, en fait, quand on a commencé l'étude, qui était mars 2020, octobre 2020. Octobre 2020, il y avait plein de communes qui ne l'avaient pas encore fait, et pas encore déposé, mais qui étaient en cours, en fait. En tout cas, si je me base sur l'expérience que j'en ai localement, en fait, par chez nous, on voit que tout le monde soit s'en fout, soit ignore ces PCAET, sans même parler du contenu en solutions fondées sur la nature ou autre. En fait, il y a une consultation publique qui est passée absolument inaperçue. J'ai essayé d'en parler aux élus locaux. Les réactions, c'est on s'en fout, ou c'est de l'affichage, on sait bien. Et puis de toute façon, les élus de la communauté de communes, ils savent pas ce qui se passe. Ils votent en suivant les directives, ils font confiance au président. Alors, il est à espérer que le président, lui, sache un peu de quoi il retourne. Mais de toute façon, c'est des agences d'études qui ont conçu ces PCAET. C'est pas des politiques. Les politiques, ils ont mis ça sur leur site internet. Et puis, enfin voilà, ça dépasse pas. Donc, quand vous identifiez les leviers comme l'absence, le manque de formation, ou des élus qui sont dépassés par les enjeux, je crois que c'est vraiment ça, quoi. Alors, sur la construction des plans, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, clairement, souvent, les analyses de vulnérabilité, les analyses préalables au PCAET sont faites par les bureaux d'études, majoritairement. Normalement, les plans sont faits par les bureaux d'études, par les chargés de mission PCAET. Les plans faits par les bureaux d'études, si tu peux. Il y en a eu Après, en appui. C'est ça, c'est que ça peut se faire en... Mais surtout au début. Ouais, les diagnostics de vulnérabilité et d'émissions carbone, c'est les bureaux d'études. Mais sur la construction des actions, là aussi, moi je sais que BL par exemple, BL Évolution font des PCAET, ouais. Et justement, eux ils se posent la question, parce que Massif du coup est en partenariat avec un bureau d'études qui fait des PCAET. Et eux, en interne, ils se posent vraiment la question de comment on fait pour que les gens se l'approprient vraiment bien, quoi. Que ce soit pas, donc, alors c'est plein de réflexions sur comment est-ce qu'on fait des ateliers créatifs avec les élus, les agents du territoire, des habitants. Enfin, ça demande beaucoup de travail effectivement pour ça. Parce que l'intérêt des PCAET, c'est d'être un document de cadrage, en fait. C'est un document un peu bref qui cadre un certain nombre d'actions. Mais ce qu'on a vu, c'est que des fois, les chargés de mission ou les bureaux d'études répertoriaient les actions
et que les personnes réalisant l'élection n'étaient pas toujours au courant qu'ils avaient été répertoriés. On ne peut pas dire qu'ils n'étaient pas, etc., hein, mais qu'ils n'étaient pas au courant qu'ils avaient été répertoriés. Et donc du coup, dans ce cadre-là, oui, c'est difficile d'avoir une émulation, mais ça a au moins l'avantage d'être un document de cadrage et de mettre dans un même document tout ce qui se fait sur un territoire. Puis juste, je mets un tout petit bémol par rapport à ça. Il y a certains PCAET où tu sens, du fait d'un contexte territorial spécifique, qu'il y a une prise en compte quand même vraiment forte de la dynamique du PCAET. Je peux prendre comme exemple un territoire où ce sont des agriculteurs qui ont poussé le PCAET parce qu'ils étaient frappés par plusieurs années de sécheresse d'affilée sur un plateau, et donc ils ont dit mais il faut absolument que le PCAET intègre des actions sur l'agriculture et sur l'adaptation au changement climatique. Ce qui est intéressant, parce que on ne pense pas tout de suite que, peut-être par cliché, je sais pas, mais que les agriculteurs vont pousser des actions en faveur justement de ce type de plan. Je prends aussi Narbonne, où c'est un partenariat entre le parc naturel régional et l'aglo. Donc tu as vraiment une imbrication entre les deux co-animent le PCAET, donc c'est super intéressant, notamment sur les questions de biodiversité. Là ils sont vachement dynamiques là-dessus. Donc voilà, t'as quand même des endroits ou alors quand c'est fait en régie parfois aussi, où t'as des dynamiques qui peuvent se créer. Et qu'est-ce qui fait la différence entre les endroits où ça bouge, on va dire, dans le bon sens, et les endroits où... Les enjeux, essentiellement, toujours. C'est vraiment les enjeux, ouais. C'est vraiment la connaissance. Les enjeux. Les problématiques. Quand il y a une problématique déjà existante, les gens s'en saisissent et du coup réfléchissent au futur. Ici, par exemple, là, le PCAET de Saint-Quentin, il était enfin en régie. Le coup, on aurait pu espérer que ça avance, mais finalement, le territoire ici n'est pas très impacté encore par le changement climatique, et donc c'est un territoire d'innovation, etc. Donc ce qui est encore poussé à fond, c'est l'innovation. C'est pas le développement, même s'il y en a un peu quand même. Mais voilà, mais sur d'autres PCAET comme Narbonne, ou dans dans tous ceux qu'on a été voir en fait, hein, et aussi sur les questions, les régions vinicoles, il y a des gros enjeux. Toutes les régions côtières, les régions vinicoles, les régions de montagne, c'est des endroits où il y a des gros enjeux déjà présents, d'impact du changement climatique. Et là, les acteurs s'en saisissent parce qu'ils sont impactés au quotidien, déjà. Donc il y a une corrélation très forte entre le sérieux avec lequel ils mettent en place leur PCAET et l'impact qu'ils ont subi. Donc, Après, j'imagine qu'il y a des endroits où c'est pas le cas. Il y a certaines, tu vois, déjà on a fait une tentative de corrélation entre nombre d'arrêtés de catastrophes naturelles depuis 1999 et nombre de mots-clés qui étaient pris. En fait, notre liste de mots-clés, et c'était pas pour moi, qui est celle-ci, c'est quand même que des mots-clés qui renvoient plus ou moins soit à l'adaptation, soit à la biodiversité. Et on a même essayé d'isoler en disant, on prend que les mots qui sont liés aux impacts, et on regarde s'il y a une corrélation et que les arrêtés pour catastrophes naturelles, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, donc après ça peut vouloir dire plein de choses, mais en tout cas on ne pouvait pas trancher de manière claire qu'il y avait un lien entre les deux. Pas sur les arrêtés de catastrophe, donc c'est plus subtil que ça. Ouais. Il y a des enjeux, mais c'est pas forcément lié à des arrêtés, donc c'est pas lié à des événements extrêmes ponctuels. Mais tu prends Saint-Tropez, il y a beaucoup d'actions en lien avec les incendies, tu vois. Les incendies, le changement climatique, parce que forcément ils ont un massif forestier très important dans des zones très sèches. Donc quand on a interrogé la personne qui était chargée du PCAET, c'était moi je lui ai demandé, alors du coup l'incendie ça ressort beaucoup de votre PCAET, et on a embrayé sur un quart d'heure, 20 minutes que là-dessus, quoi. Parce que après c'est assez logique, voilà. Et après j'imagine qu'il y a aussi quand même, mais ça c'est pas trop sorti des entretiens, mais la question de la volonté politique. Et la couleur politique peut aussi impacter très clairement dans les villes qui sont plutôt écologistes. On voit quand même et ça c'est conforté aussi parce que du coup mes collègues de l'entreprise constatent, qui disent dans les villes où c'est écologiste, on sent qu'il y a quand même une dynamique, quoi. Ça c'est ressorti de manière un peu. Oui, c'est des... Sauf parce que c'est des chargés de mission, donc c'est des techniciens des agglos, ils sont attention. Mais il y a eu quand même des moments où ils ont dit oui, là ça s'est débloqué, il y a eu un changement de majorité, et puis là du coup ça a commencé, ou l'inverse. Il y a quand même une réflexion sur la question des changements de majorité. Et oui, il y a encore clairement la volonté politique est là, plus une équipe municipale, enfin en l'occurrence d'interco et volontaire. Alors, des fois, des trucs, des choses hétérogènes, parce que
Parce qu'on peut avoir une municipalité très impliquée et puis une intercommunalité pas du tout. Oui, bien sûr. Plutôt sur le concept, quoi, pour le coup, des réflexions d'ordre conceptuel sur l'adaptation. Parce qu'on voit bien que c'est un problème, l'adaptation. Ça apparaît dans le dernier rapport du GIEC en disant attention, le changement climatique est en cours. C'est pas une prospective, c'est pas un futur, c'est un présent. Donc l'adaptation comme parent pauvre, on va dire, de la question climatique, c'est ce qui est ressorti du rapport. Alors, oui, il y a plusieurs éléments sur effectivement, parce que c'est une réflexion sur la définition d'adaptation et puis sur une forme particulière d'adaptation, puisque c'est celle fondée sur la nature, quoi. Alors moi, j'avais tendance à dire instrumentaliser la nature par la SAFN. Moi, je me suis dit tout de suite oui, parce qu'il y a marqué adaptation, en fait. Qui s'adapte? Alors, c'est l'humain ou c'est la nature? Voilà, qui doit s'adapter par quoi? Quel objet, en fait, pour le coup? Et c'est vrai que j'ai pensé à l'humain, moi, je me dis, stratégie d'adaptation, pas nécessairement... C'est adapter le territoire et les pratiques et les techniques pour que l'humain puisse continuer à vivre sur le territoire. Donc l'humain est central, clairement. C'est de toute façon, en fait, centré. Mais tu n'adaptes pas forcément l'humain. Après, tu aurais pu penser à l'écosystème en tant que tel, naturel, en disant, est-ce que survivra-t-il? Mais c'est lié, c'est-à-dire qu'en fait, dans les pratiques d'adaptation, tu as des pratiques purement humaines qui sont des pratiques autour de la surélévation des maisons, la réflexion sur les procédures d'urgence en cas de grosse inondation, donc voilà, qui sont vraiment liées à l'humain. Puis tu as la réflexion sur le territoire et sur comment ton territoire absorbe ton aléa ou ton événement de long terme pour que l'humain puisse continuer à y vivre. Et là, dans notre cas, c'est la question de l'écosystème, mais en fait, c'est aussi très lié à la nature en tant que telle, c'est-à-dire que l'humain va pouvoir mettre en place des processus, des actions pour adapter son territoire, mais n'empêche que c'est quand même le territoire en lui-même qui s'adapte. C'est toute la réflexion sur les essences, c'est-à-dire que l'ONF, ils vont essayer de planter des essences, sauf que eux, ils sont pour le coup dans une réflexion de long terme, parce qu'un arbre passe un du temps à pousser, mais par contre, pour l'instant, ils n'ont pas de réponse stricte sur qu'est-ce qu'on met comme essence. Et donc là, la question de l'écosystème, et notamment, ils ont une réflexion sur les idiots de ces essences en disant, en fait, on a beau faire ce qu'on veut, c'est la nature qui va s'adapter, c'est pas nous. C'est les essences qui vont être capables ou non de rester. Et l'idée, c'est de maintenir un couvert forestier. Après la composition du couvert, donc là c'est l'enjeu de la diversité, c'est la résilience par la diversité des essences pour voir mais c'est de l'écosystème, pas humain. Si je peux préciser quelque chose là-dessus, ce qui était très intéressant avec l'ONF, là où on les a rencontrés, c'est que c'était en zone alpine. Il y a la convention alpine qui régit le type d'essence qu'on peut planter pour des questions du paysage. Donc eux, ils sont vraiment dans une réflexion de est-ce qu'on tente des espèces plus méditerranéennes ou pas, parce que ils sont sur des moyennes montagnes, donc ça pourrait se justifier, mais ils n'ont pas le droit pour des questions de réglementation de la convention alpine. Donc ils essaient de faire avec ce qu'ils peuvent, mais c'est intéressant quoi cette réflexion du coup. Là encore une fois un peu un conflit d'usage d'une certaine manière entre la question des paysages et de l'adaptation qu'on avait aussi à Saint-Omer en fait. À Saint-Omer, il y avait aussi une espèce de, alors que c'était moins strict, mais il y avait une espèce de groupe de paysagistes où ils poussaient, utilisaient toujours des essences locales, mais il y avait la fameuse utilisons des essences locales pour éviter d'avoir du palmier. Bon. Mais en même temps, dans cette question de l'essence locale, à 100 ans, qu'est-ce que l'essence locale? Bien sûr. Donc ça, pour le coup, c'est une orientation prise, mais elle est intéressante, c'est la dimension proactive de l'adaptation, la perspective de conséquences futures. C'est la dimension réactive de l'adaptation aussi, puisqu'on considère qu'il y a un changement climatique en cours, qu'il y a une temporalité, on va dire, des factures aussi, parce que effectivement, on peut échelonner des coûts. Si c'est proactif, peut-être beaucoup moins si c'est réactif. Et là, vous êtes plutôt dans la proactivité en matière d'approche en termes de stratégie d'adaptation. En sachant que, comme on le disait tout à l'heure à Jean-Michel, c'est aussi réactif à des impacts déjà présents. Les feux, donc on va dire là on a une expérience vécue, alors même si on peut se dire que les feux futurs, leur récurrence, fréquence, etc., les gifs, on va en parler, ça c'est beaucoup plus fréquent et autres, mais en tout cas il y a une expérience vécue sur quelque chose qui sera encore plus fort, plus fréquent, etc. Mais il y a quand même un vécu, quelque part. Et parfois même des problématiques extrêmement intéressantes comme à Saint-Omer, où c'est une zone humide avec une
biodiversité incroyable, classée, peut-être pas UNESCO, mais Ramsar, enfin c'est ouais, c'est ça. Je crois même qu'il y a UNESCO, ouais. Et en fait, qui est une zone qui sert un peu d'éponge, hein, comme je disais aussi tout à l'heure, comme c'est une zone humide. Donc en zone sèche, ça permet de maintenir de l'humidité, et en zone humide, en période de pluie, ça pompe. Sauf que la problématique qui commence à se poser, c'est que déjà en zone sèche, ça commence à vraiment sécher. Donc ça, il y a moins ce rôle d'éponge qui se fait. Et en période d'inondation, on se pose la question, si Dunkerque est vraiment exposé à l'élévation du niveau de la mer, et qu'il y a des inondations côtières qui se produisent, mais qui viennent aussi des terres, hein, en fait, qu'est-ce qu'on inonde finalement? Est-ce qu'on inonde Dunkerque, qui est en aval, ou est-ce qu'on inonde toute la zone de Saint-Omer et le Marais, mais du coup au risque de détruire la biodiversité, de détruire des habitations à Saint-Omer aussi. Donc c'est... Ouais. C'est intéressant, mais c'est effectivement ce projet dans les temporalités qui vont peut-être au-delà de l'horizon de la décision de l'action. Ah ben clairement, ça reste un grand frein à l'adaptation et au proactif, et à la réflexion sur le proactif, c'est que on n'est pas du tout dans la temporalité d'élu. Non. Et combien sur toutes les générations. Combien, vous l'avez peut-être dit, mais combien d'intercommunalités ont basé leur PCAET sur une analyse prospective, sur une anticipation du futur? Très peu, ça veut dire quoi? En gros, peut-être un ordre d'idée ou... En fait, déjà, juste nous, on a analysé vraiment que les fiches actions. Donc, en fait, on n'a pas regardé, par exemple, sur leurs objectifs stratégiques. Ce qui est fait, quoi. Après, les objectifs stratégiques, si ça se traduit pas en action, voilà, c'est l'aspect concret. Sur une autre étude que j'ai faite avec Elena, mais qui était sur un plus petit échantillon, où on a étudié pour le coup tout le plan, on a, à part un ou deux PCAET, mais là on recommence parce que c'est une étude qui date de 2020, donc là je suis en train de la reprendre, avec justement des questions de vulnérabilité sociale. J'en avais juste une ou deux, genre Saint-Étienne, qui avait travaillé avec l'université de Saint-Étienne, et puis ailleurs, là, alors ça c'était un mélange de PCET et de PCAET à l'époque en 2020, et là maintenant on n'est plus que sur les PCAET, j'ai recommencé à les étudier un peu, et on a des choses qui sont arrivées avec du coup les Climate Services, là, les idées de services climatiques, notamment Météo HD. Donc, Météo HD a sorti et qui est hyper accessible parce qu'en fait c'est un onglet à côté de celui Météo, il y a Météo et puis il y a Météo HD, a commencé à sortir de l'info de service climatique, donc pré-mâché pour les chargés de mission. Et donc là, il commence à avoir un peu de vision prospective dans le sens en disant on regarde nos impacts actuels et puis on se dit on a des canicules 2 fois par an, vu ce que nous dit Météo France avec notre augmentation de température, on va avoir plus de canicules. Et donc, il faut qu'on réfléchisse aux risques caniculaires. Pareil pour les inondations. On regarde, il y a quelques cas de climate central. Et donc, on voit qu'on est plus impacté pour les inondations, donc on va commencer à réfléchir. Mais ça dépend de ce que tu appelles la prospective, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une analyse fine du risque à 100 ans, ils n'ont pas une analyse fine de la carto de risque à 100 ans. Mais dans le fond, ça ne les empêche pas de commencer à mettre en place des actions malgré tout, quoi. Ouais. Par exemple, en intégrant les risques majeurs du territoire. Ça peut être une clé pour rentrer dans cette perspective d'anticipation. En sachant que tu avais une dynamique déjà existante qui était d'intégrer, en tout cas au moins de citer dans les PCAET, les plans par exemple de prévention des risques ou de gestion des risques d'inondation ou les schémas de gestion des eaux pluviales par exemple. Et ça, en fait, comme c'est des acteurs qui étaient à la base vraiment centrés sur leurs risques inondation, risques forestiers, etc., il n'y avait pas encore vraiment, tu le sens dans certaines fiches actions, tu n'as pas du tout cette logique de prospective et d'adaptation. On est sur la gestion de risque, point barre, et on ne parle pas particulièrement d'évolution des aléas. Donc tu as aussi, tu vois, parfois il manque un peu ce côté, ça va évoluer de toute façon. C'est très surprenant que ça n'évolue pas en fait. Je sais pas, ça a dû progresser, mais une lecture locale en fait des changements climatiques, c'est très compliqué, quoi. Les incertitudes sont très fortes, j'imagine, du côté des climatologues encore. Oui. Des déclinaisons très locales, parce que les territoires que l'on évoque sont très petits, finalement, à l'échelle de la planète, quoi, pour le coup.
Donc comment se manifesterait le Effectivement. changement climatique à de telles échelles? Je ne sais pas si on a une lisibilité. Non, on n'a pas de visibilité, hein, c'est toute la question de l'attribution. C'est ça, voilà, c'est ça. Pour faire les politiques. de l'attribution. Alors, il y a la question de l'attribution, puis il y a la question de l'impact local. Déjà, on voilà, est sur l'impact actuellement les modèles climatiques qui sont sur des Bon, ils essayent, ils affinent, mais c'est quand même. encore. Non, et puis en plus, c'est pas les mêmes techniques, c'est-à-dire que t'es pas sur les mêmes techniques, t'es pas sur les mêmes modèles sur du Ah oui, pixel change de modèle. tu changes de modèle, tu De changes de façon. En l'échelle. fait. Au lieu d'être sur de l'extrapolation du passé, t'es sur de l'intégration statistique, en fait, t'es sur un modèle qui tourne sur des stats plus proches des tiens, en fait. D'accord. Donc, tu vois, c'est pas les mêmes réflexions, donc en fait, t'es même complètement pas les dans mêmes modélisations. t'es pas sur les mêmes types de modélisation. Et pourquoi je dis ça? Oui, et dans les faits, effectivement, il n'y en a pas vraiment, et en fait, ça demanderait un travail complètement monstrueux d'être capable de voir les impacts sur tous les territoires, et c'est pas sûr que ça soit nécessaire, fondamentalement. Donc ça, c'est en place des important, actions. tu dis, par contre, là. Parce que, enfin, de ce qu'on a vu, finalement, alors si, peut-être sur des signaux faibles, sur des choses qu'on ne voit pas actuellement et qui pourraient nous surprendre, ça serait important. Sur d'autres points, en fait, les risques, les impacts sont déjà là, et en fait, on sait juste qu'ils vont augmenter. D'accord, donc c'est un effet d'intensité, d'acuité, quoi, sur des impacts qui seraient déjà là, quoi. Ça, c'est un élément important, comme message. Les impacts sont déjà là, mais la conscience des locaux de ces impacts. D'accord. Mais je veux dire, je suis pas sûre qu'avec un modèle climatique, enfin, je veux dire, l'augmentation de la conscience ne se fait pas avec un modèle climatique comme ça. Ça, c'est Elle se fait autrement, quoi. Et après, mais ce qu'on voyait dans les actions des PCAET, c'est que parfois, il y a même pas, enfin, ce qui serait intéressant, ça serait au moins que l'action, elle soit, que quelque part soit formulé le fait qu'il y ait des incertitudes sur l'évolution de cet aléa-là et que il y ait un petit plan d'action de tous les 4-5 ans, on consulte, je sais pas, l'université locale. le fait. Ça, ils le fait. Là, ça fait partie de la décision de précaution, le calendrier à revoir, la désobéissance par rapport à des plans initiaux d'action, en raison de l'évolution de connaissances sur la nature. Ça, c'est acté, ça. Avec le protocole de Kyoto, tout ça, à l'échelle mondiale, c'est déjà le cas. Après, à l'échelle locale, c'est est-ce qu'on se donne les moyens temporels, même pour les chargés de mission qui parfois ont énormément de choses à faire sur un PCAET. Et surtout, ce qui est très intéressant, comme le disait Charlotte, c'est que un chargé de mission qui est spécialisé sur les GES, enfin sur les gaz à effet de serre par exemple, souvent il est plutôt en profil ingénieur, donc il va faire un super boulot sur cette partie-là. Par contre, sur l'adaptation au changement climatique, où il y a des besoins plus peut-être de compétences en sciences sociales, peut-être même des compétences d'historien, parfois d'historien de l'environnement, c'est difficile de recruter un profil qui a tout ça. Donc il faut un ou deux profils, et quand on est sur une agglo de 20 000 habitants, on peut pas. On a quelqu'un qui est spécialisé sur la mobilité, ou qui est spécialisé sur les GES, voilà. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a de plus en plus d'étudiants du master qui se placent là-dessus. Et donc, du coup, c'est quand même en évolution, on le voit nous par rapport au master, il y a de plus en plus d'étudiants qui se placent, ce qui veut dire qu'il y a de plus en plus de gens dans les collectivités et que ça doit évoluer. Et là-dessus, les bureaux d'études, quand ils font bien leur travail, ils ont un rôle à jouer, parce que là, pour le coup, tu peux avoir... Exemple type de BL Evolution, là, qui a recruté donc, un doctorant quand même, du master, et une enseigne du master de promo dessus, qui travaille que sur l'adaptation au changement climatique, avec tous les enseignements qu'on a eu quand même dans le master, plutôt donc les enseignements de Jean-Paul, de Charlotte, Jean-Michel aussi, parfois on a vu une petite vidéo. Et là, c'est intéressant, la division du travail posée entre l'ingénieur pour l'atténuation et les sciences humaines et sociales. Bon, je ne sais pas si je diviserai voilà. Ouais, je laisserai pas le monopole mais on l'a fait régulièrement. Mais dans les entretiens, on l'a régulièrement ressenti. Mais c'est intéressant. T'es face à des gens qui sont hyper à l'aise sur le plan mitigation, voilà, c'est chose, et dès que t'attaques le plan adaptation, ils sont oui. C'est ça. On n'a pas les choses. Et ça, c'est pour ça que l'adaptation, tu as aussi l'adaptation aux agendas climatiques. D'où la confusion entre atténuation et adaptation, parce qu'on va courir avec les urgences en termes d'objectifs en matière d'atténuation. Les institutions doivent s'adapter aussi aux agendas. Donc c'est une adaptation, mais aux agendas climatiques, au réchauffement climatique. Et ça fait une confusion entre atténuation et adaptation. Qui est assez présente, alors d'autant plus. Il y en a, notamment avec la question de mitigation des impacts.
La mitigation des impacts, mais ça c'est vicieux quand même. Et la mitigation des impacts, en fait, c'est de l'adaptation. Et c'est là que tu commences à... Mais tu pourrais même dire qu'en atténuant, tu réduis les impacts par la même occasion, puisque tu évites des émissions. Oui. Et alors tu as aussi des stratégies win-win. Oui, je sais. Alors c'est toute la difficulté qu'on a eu de savoir ce qui était de l'ordre de l'adaptation. Mais ça, c'est une vieille discussion, celle-là. Elle est toujours là. Ah oui. Mais bon, ça peut être un problème conceptuel, mais pragmatiquement, c'est pas un problème. C'est-à-dire que quand tu as une solution qui permet d'atténuer et d'adapter, on va pas, on va pas chercher plus loin. Ça, c'est un élément. Ouais, je vais arrêter. C'était un dernier élément sur la maladaptation, la vieille littérature, disant mais on s'adapte ou on atténue. Est-ce qu'en s'adaptant, est-ce qu'en atténuant, on réduit les capacités d'adaptation? Est-ce qu'il y a cette réflexion? Ça m'étonnerait, parce que ça doit être très difficile, puisqu'on atténue plutôt. On a du mal à penser l'adaptation, mais l'articulation entre adaptation et atténuation... Alors, il y a des choses un peu basiques sur les vagues de chaleur ou les canicules, je mets des climatiseurs. Bon, voilà, oui, ça c'est basique, et effectivement, c'est tout à fait contestable. Même si essentiel, parfois, après c'est la question de la façon dont tu fais de la climatisation. Après, la question de la maladaptation en tant que telle... en tout cas pas dans les plans climat, par contre, ce qui ressort... C'était dans l'un de vos slides, pas mal. Ouais, il y a peut-être des acteurs qui nous en ont parlé, effectivement. Qui ont dit que non, c'est dans les freins, les pièges à mal adapté, une solution mal adaptée. Voilà, le risque d'avoir quelque chose qui n'est pas adapté au territoire, surtout. Alors ça, c'est plutôt... Mais là, on est plutôt sur la question de la contextualisation. Là, tu vois, t'es sur le... Ouais. Je prends des notes aussi précises. Là, Patrick, t'es plutôt sur du Ostrom, tu vois. Oui, c'est pas la maladaptation par rapport à l'atténuation. Comme il y a la question des échelles, c'est intéressant aussi parce que les gens se demandent, par exemple, est-ce qu'un parc naturel régional assez préservé, c'est pas finalement une solution d'adaptation fondée sur la nature à l'échelle macro? Mais ça, je l'avais. Ah oui, parce qu'on contribue à la planète, mais à l'échelle locale, on contribue moins peut-être. Après, il y a des externalités qui sont globales ou locales. Le parc national, oui, on contribue, même si au niveau local, territorial, c'est peut-être moins évident comme bénéfice, quoi. Ça permet quand même, par exemple, à Chambéry, ils se sont rendus compte que en 2020, quand les gens ne peuvent plus partir beaucoup en vacances, il y a beaucoup de citadins de Chambéry qui sont montés dans le parc naturel des Vosges, et ça a fait en fait, ça faisait un bol d'air, quoi, parce que c'est à plus de 1000 mètres d'altitude par rapport à la vallée. J'ai pas les chiffres exacts, c'est sorti du chapeau. Mais donc c'est aussi une forme c'est comme finalement c'est comme un parc des quoi. Mais du coup tout ça a posé des problèmes parce que finalement le PNR n'est pas adapté pour recevoir autant de personnes. Voilà. Et c'est des petites communes rurales qui n'ont pas les moyens de mettre en place. Allez hop. Et est-ce que ça veut dire que pour accueillir tous ces touristes, il faut créer des parkings? Ah, là c'est fini, c'est foutu. Est-ce que ça veut dire qu'il faut forcer les gens à rentrer en vélo? Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire payer l'entrée du parc pour entretenir tous ces... Et puis après, il y a la question financière, est-ce que du coup c'est toute la question de l'accès à la nature et des fameux et du coût de la nature, et on peut revenir sur les capacités, ce que faisait Bénédicte là, les consentements à payer, et parce qu'il se pose la question de savoir comment on finance tout ça. Je veux dire, si on explore, effectivement, si on considère que c'est la SAFN et que ça permet aux gens de Chambéry d'avoir un bol d'air, externalité positive à valoriser, quoi. Voilà. Et est-ce que ça veut dire qu'on fait payer le parking? Et donc du coup, on revient sur la question d'équité. Non seulement la voiture est payée, etc. Est-ce que voilà, et qui finance et comment? Et ça, c'est une vraie question dans le PNR. C'est-à-dire que c'est de la commune rurale, on n'a pas les moyens de payer des choses, sauf en payant l'entrée du parc. Ça change tout. Tu privatises par la privatise. Et juste pour revenir sur la question atténuation, adaptation, il y a quand même beaucoup d'actions dans la TCET de SAFN qui croisent séquestration carbone et... Bon, c'est couvert forestier. Quand on a parlé de couvert forestier, il y a aussi une vocation séquestration carbone. Il y a une possibilité d'avoir vraiment des solutions sans regret comme Mais enfin, la question de la séquestration, de toute façon, elle est un peu bizarre parce que à partir du moment où c'est du reboisement de bois coupé. Oui. Mais... Après, c'est une affaire de mesure nette, quoi. Après, il faut être un peu spécialiste. Et avec, du coup, il y a des histoires à Chambéry, là, du fait de la proximité du PNR, ils étaient en train de développer des chaudières à bois.
ça c'est encore autre chose. Mais avec toute une problématique autour de d'où vient le bois, comment il vient, quel prix, etc. Et donc du coup, ils étaient en train de commencer à développer des chaudières à bois avec du bois, avec des Pas du bois. C'est pas évident, voilà, c'est ça. Donc c'est effectivement tout ça, c'est une grosse question. Et le dernier élément sur les agendas, parce qu'il y a beaucoup de biodiversité quand même, ça paraît beaucoup, et il y a quand même 2 agendas, l'agenda climatique et l'agenda biodiversité IPBES versus GIEC, on va dire quelque part. Ça se voit comment ça On a moins exploré la biodiversité quand même. Mais... Alors, est-ce que c'est une biodiversité au service du climat? Est-ce que c'est... Oui, je suis un peu violent quand je dis ça, mais il y a quand même un petit dualisme des agendas, on va dire, ou l'inverse. C'est justement ce qui était assez intéressant, c'est que les PCET n'ont pas d'obligation normalement sur la biodiversité. Et que quand on regarde, là c'était l'analyse quantitative, sur les 183 PCET, il y a quand même 134 qui avaient le mot biodiversité dans leur sans obligation, en fait, c'est le premier terme. Du coup, on se posait la question, et c'est vrai que même les acteurs, l'ADEME et l'OFB étaient assez surpris autant de biodiversité. Et en fait, dans les actions qu'après on a pu lire, ce qui ressort, c'est que c'est souvent des actions un peu, c'est pas facile, mais bon, c'est pas des actions, c'est moins compliqué peut-être à mettre en œuvre que d'autres actions, donc ils peuvent miser là-dessus. Et puis, effectivement, il y a beaucoup d'actions biodiversité qui ne croisent pas nécessairement l'adaptation ou les enjeux climatiques. C'est pour ça qu'on a aussi des fiches qui étaient dites non classables, parce que on parle de biodiversité, mais on ne parle pas nécessairement d'adaptation. C'est non classable pour le coup aussi. Parce qu'on est sur la restauration, sur le plantage de haies, enfin voilà. Puis c'est du local, quoi. La biodiversité est une dimension locale que le climat. En tout cas, merci beaucoup. C'est vraiment... Merci.